C'est un verdict qui va faire énormément parler. Le rappeur et producteur P. Diddy est jugé non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais jugé coupable de transport à des fins de prostitution. Alors de quoi P. Diddy était-il exactement accusé? Que sait-on de ce verdict et de sa peine? Et que va-t-il se passer maintenant? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce format des actualités du jour. En voix off et sans la caméra donc aujourd'hui, et au passage c'est un sujet avec une situation qui va évoluer dans les prochaines heures. Du coup je pense que vous le savez, vous êtes plus de 5 millions là-bas, mais je vous tiendrai au courant évidemment dans les prochaines minutes et les prochaines heures sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Alors avant de revenir sur le verdict de ce procès, rappelons rapidement qui est P. Diddy. Connu sous les surnoms de Puff Daddy, P. Diddy ou encore simplement Diddy, Sean Combs, de son vrai nom, est un rappeur et producteur américain de 55 ans qui a révélé de nombreux autres rappeurs, et le 17 septembre dernier, il a été arrêté et placé en détention provisoire à New York dans l'attente d'un procès. Concrètement, P. Diddy était accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent pour violer ou agresser sexuellement plus de 120 personnes en leur donnant de l'alcool ou des drogues pour obtenir leur soumission. Parmi elles, 25 étaient mineures au moment des faits, selon leurs avocats. Mais P. Diddy était aussi accusé d'avoir forcé des femmes, dont son ancienne petite amie, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente qui a témoigné anonymement sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des prostituées pendant qu'il les filmait ou se masturbait. Et ces faits, ils auraient eu lieu lors des soirées freak-offs, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. À noter au passage sur ce point précis que certains témoignages affirment qu'il y avait d'autres personnalités connues lors de ces soirées. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. À noter enfin qu'en 2023, Cassie avait porté plainte contre lui déjà pour un viol remontant à 2018. L'affaire s'était finalement réglée en 24 heures à l'amiable avec un arrangement financier. Concernant le procès, il a donc débuté il y a 7 semaines, donc début mai à New York. Et attention, c'est un point très important à comprendre ici pour ce procès précis, celui donc qui dure depuis 7 semaines. Il y a 2 personnes qui ont accusé P. Diddy. Il s'agit donc de Cassie ainsi qu'une autre femme, on le disait, présentée sous le pseudonyme de Jane. Et concernant les près de 120 plaintes dont vous avez par ailleurs entendu parler, ce sont des plaintes qui ont été déposées, mais qui ne sont pas jugées dans le procès qu'on évoque ici. Ce sont des plaintes qui potentiellement feront l'objet d'autres procès dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Une fois que cette précision importante est faite, on le disait donc, c'est un procès qui a duré longtemps. Pendant ce procès, des enregistrements de ces marathons sexuels ont été diffusés, ainsi que celui des caméras de surveillance à un hôtel de Los Angeles sur lequel on voit le rappeur traîner au sol Cassie et la rouer de coups en 2016. Par ailleurs, on peut noter que 34 personnes ont témoigné, dont Cassie justement, mais aussi son ex-compagne donc qui est restée anonyme. Et si les 2 femmes ont déclaré que, selon elles, leur relation avec P. Diddy avait impliqué de l'amour, elles ont aussi affirmé avoir été confrontées à des menaces portant sur leur réputation, sur leur sécurité financière et sur leur intégrité physique. De son côté, P. Diddy a refusé de témoigner, ce qui est une stratégie assez courante de la défense aux États-Unis. Il a par ailleurs plaidé non coupable et selon lui, toutes les relations étaient consenties. En tout, P. Diddy était visé par 5 chefs d'accusation, 2 de trafic sexuel, 2 de transport de personnes à des fins de prostitution et 1 d'association de malfaiteurs, en l'occurrence ici présentée comme complot de racket. Et cette dernière accusation, c'était vraiment l'accusation la plus importante car passible de la prison à vie. Et ce mercredi donc, les 12 jurés ont rendu leur verdict. Alors qu'est-ce qu'il dit et P. Diddy va-t-il aller en prison? Je vous le disais, il a été déclaré non coupable des accusations les plus graves. Dans le détail, il a été jugé non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Il a uniquement été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution. Alors on aura le temps d'analyser plus en détail le verdict dans les prochains jours, mais très clairement c'est une victoire pour P. Diddy. Alors maintenant, va-t-il aller en prison? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sa peine, elle n'a pas encore été prononcée, et au moment où on enregistre ces actualités, on ne sait pas en fait quand est-ce que cette peine sera prononcée. En attendant donc, P. Diddy reste a priori en prison. Alors certes, ses avocats ont demandé à ce qu'il soit libéré en attendant le verdict. Ce qu'on sait, c'est que la procureure a déclaré s'opposer à cette demande, mais pour l'instant, le juge n'a pas prononcé sa libération. Et donc, même ça peut évoluer dans les prochaines minutes et les prochaines heures,
Pour l'instant, il n'a pas prononcé sa libération en attendant ce verdict. Alors maintenant, va-t-il être condamné à de la prison ? S'il avait été reconnu coupable, on l'a dit, des chefs d'accusation les plus graves, il aurait risqué la prison à vie. Mais avec le verdict qui est désormais connu, a priori, il risque 10 ans de prison maximum. Maintenant, encore une fois, il faut le rappeler, là c'est un procès, il y en aura peut-être d'autres dans les prochains jours, avec notamment donc ces 120 dépôts de plainte qu'on a eu l'occasion d'évoquer déjà à de nombreuses reprises sur la chaîne. Voilà donc ce que l'on sait pour le moment. On avait prévu un autre sujet géopolitique pour aujourd'hui, mais ça me semblait important au vu de toutes les questions que vous nous avez posées de pouvoir faire un point rapide sur le sujet. Sur ce sujet-là, en tout cas, je vous l'ai dit, ça va évoluer dans les prochaines heures. Rendez-vous directement donc sur notre compte Instagram, et je rappelle aussi pour tous les nouveaux peut-être qui découvrent ce format que ce format des actus du jour, il est disponible chaque jour sur YouTube, mais aussi en podcast audio sur Spotify, Apple Podcast, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, et si jamais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper ça. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour, et notamment un nouveau point sur la situation à Gaza. Si vous l'avez vu, c'était le sujet de notre dernier épisode des actus du jour, le sujet à la une où on faisait un nouveau point sur la situation catastrophique à Gaza. Je vous laisse donc avec Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël serait prêt à finaliser les termes d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'a assuré le président des États-Unis, Donald Trump, ce mardi sur sa plateforme Truth Social. Ce dernier a appelé le Hamas à accepter cette proposition ultime car, je cite, « La situation ne s'améliorera pas, elle ne fera qu'empirer ». Peu avant sa déclaration, un porte-parole du Hamas avait indiqué à l'AFP être disposé à accepter toute proposition si celle-ci mène à la fin de la guerre. En parallèle, l'armée israélienne a annoncé ce mardi que son aviation avait mené en l'espace de 24 heures des bombardements sur plus de 140 cibles terroristes. Elle a également indiqué avoir détruit environ 3 km de tunnels dans le sud de Gaza, qui étaient selon elle utilisés par des combattants du Hamas. De son côté, la défense civile de Gaza a rapporté qu'au moins 26 personnes sont mortes ce mardi dans des tirs et des bombardements de l'armée israélienne, dont 16 alors qu'elles attendaient de recevoir de l'aide humanitaire. À noter que Donald Trump doit recevoir la semaine prochaine le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington DC. On suivra ça. Deuxième actu, 2 personnes sont mortes et plus de 300 ont dû être prises en charge en urgence par les pompiers en France à la suite de malaises liés à la chaleur. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher ce mercredi matin. D'ailleurs, ce mercredi, 4 départements étaient maintenus en vigilance rouge pour canicule par Météo France. Il s'agit de l'Aube, du Cher, du Loiret et de l'Yonne. 55 départements restent en vigilance orange et ça devrait passer à 40 départements d'ici jeudi. Tout le quart nord-ouest du pays devrait même basculer en vigilance verte, ce qui signifie un retour à la normale dans cette partie du pays. Mais la chaleur se concentrera sur le sud-est avec des températures qui vont rester très élevées. Météo France prévoit notamment jusqu'à 37-39 degrés à Montpellier pour ce jeudi. En tout cas, selon Météo France, la journée la plus chaude est derrière nous et c'était ce mardi. Il s'agit de l'une des 10 journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, dont la grande majorité date d'août 2003 et de juin-juillet 2019. Ce type de record devrait continuer à être battu dans les années à venir à cause du changement climatique. Troisième actu, ça concerne l'affaire Betaram dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. La commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, qui découlait de cette affaire, a rendu les conclusions de son rapport ce mercredi et celui-ci met en cause le Premier ministre François Bayrou. En fait, après plusieurs mois d'enquête, le député LFI Paul Vannier et la députée Renaissance Violette Spilbou pointent dans leur rapport un défaut d'action de François Bayrou à l'époque des faits. Selon eux, celui qui était ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques était informé des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des mineurs au collège-lycée privé Notre-Dame de Betaram. Ces faits se seraient produits entre la fin des années 50 et les années 2000. Alors au-delà de l'affaire Betaram, ce rapport dénonce plus généralement la persistance de violences multiformes dans tous les types d'établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics, et un état défaillant sur ces enjeux. Pour bien comprendre, on parle de punition avec privation de sommeil, insultes, humiliations, coups de poing, coups de pied ou des têtes cognées sur les pupitres. Le rapport formule également 50 recommandations pour lutter contre ces violences, comme par exemple la création d'un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes. Je vous mets le lien du rapport en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, un jeune homme de 18 ans se revendiquant masculiniste a été arrêté près d'un lycée dans la région de Saint-Étienne alors qu'il était muni de 2 couteaux. Il projetait de commettre un attentat visant des femmes selon le journal Le Monde. En fait, il se revendiquait plus précisément de la mouvance incel, donc célibataire involontaire en français. Ce sont des hommes qui considèrent qu'ils sont célibataires à cause des femmes qu'ils ne veulent pas d'eux. Le suspect a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et il a été incarcéré selon le parquet national antiterroriste. À noter que c'est la première fois que ce parquet est saisi concernant une personne se revendiquant de la mouvance incel. D'après des sources proches du dossier cité par Le Monde, le suspect, Timothy
petit G est un jeune homme timide d'allure juvénile. Son avocate, elle, souligne qu'il s'agit d'un adolescent en souffrance et non d'un combattant prêt à passer à l'acte. 5e info, les enfants de moins de 3 ans seront privés d'écran dès ce jeudi dans tous les lieux d'accueil des enfants, comme les crèches et les garderies. Un arrêté ministériel a été signé par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, et sera publié donc ce jeudi au Journal officiel, le journal où le gouvernement publie les lois et les décisions, selon le Parisien. Il faut savoir que les enfants âgés de 2 ans passent en moyenne 56 minutes par jour devant un écran et seulement 13,7% d'entre eux n'y sont jamais exposés, selon Santé publique France. La commission d'experts lancée par Emmanuel Macron l'an dernier révèle qu'en moyenne, un foyer dispose de 10 écrans. Et les conséquences, elles peuvent être très néfastes sur la santé mentale, mais aussi sur le développement neurologique des jeunes enfants, avec notamment un retard de parole, un sommeil perturbé ou encore une baisse de la vue. Alors il faut savoir qu'un arrêté de septembre 2021 précisait déjà qu'il n'était pas recommandé de laisser un enfant de moins de 3 ans devant un écran. Désormais, ce sera donc totalement interdit et ça comprend tout type d'écran, donc les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou encore la télévision. À terme, la ministre de la Santé espère élargir cette interdiction au sein des foyers, mais il faudra faire passer une loi pour ça. Comme pour l'interdiction de la fessée en 2019, il n'y aurait pas de contrôle à domicile, mais la ministre souhaite un dispositif à portée symbolique qui permettrait d'éveiller les consciences. Et on finit avec cette actu, l'Euro féminin de football débute ce mercredi 2 juillet en Suisse et durera jusqu'au 27 juillet, jour de la finale. L'équipe de France jouera son premier match ce samedi 5 juillet à 21h face à l'équipe d'Angleterre qui avait été sacrée championne chez elle il y a 3 ans. Les Anglaises restent d'ailleurs parmi les favoris de cette année, aux côtés de l'Espagne, avec sa double ballon d'or, Aitana Bonmati. Du côté des Bleus, les joueuses ouvrent cette année une nouvelle ère sans Wendy Renard, Eugénie Le Sommern ou Kenza Dali. L'entraîneur, Laurent Bonadé, a fait place à de plus jeunes joueuses comme les défenseuses Alice Sombat, Tiniba Samoura, Lou Bogaert et Melwen Ndongala. L'Euro 2025 sera diffusé par le groupe TF1 et France Télévisions. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. On vous tient au courant dans les prochaines heures sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.